Nos amis agriculteurs sont en train de secouer le cocotier, les cagoleries du gouvernement et de l'opposition reprennent de plus belle. L'année 2024 a véritablement commencé. Chers amis, il est l'heure du 133e épisode de la farce tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, très heureux de vous retrouver comme d'habitude. La famille Juste Milieu qui se retrouve. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme. Voilà, c'est le plus important. On se retrouve pour ce nouvel épisode de votre émission politique. Que de choses n'a-t-on pas à se dire aujourd'hui? Ah ouais, non, sincèrement, c'est un festival. C'est un festival, comme d'habitude, vous le savez. Avant d'attaquer ce banquet gourmand qui vous attend, n'hésitez pas les copains à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. On a besoin de votre soutien, vous le savez, la chaîne grandit, c'est grâce à vous. Je vous vois, ceux qui regardent en se disant, bon, je cliquerai plus tard, là j'ai pas le temps. Faut que je nettoie la banquette arrière de mon Scénic. Bon, bah, le Scénic, au fond, est-ce qu'il est pas de meilleur temps qu'il aille se faire cuire le cul? Non, mais je pose la question. Là, on parle du soutien d'une chaîne. Hein, bon, c'est vrai que c'est pas forcément fou non plus, mais c'est juste un clic. Ça fait plaisir. Après, je vais sourire. Les amis, avant d'attaquer ce festival qui vous attend, vous le savez, on va tout de suite dans le vif du sujet, comme d'habitude, dans la farce tranquille. C'est le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Et la semaine dernière, la question était sur le chouchou du Parti Socialiste, vous le savez, Raphaël Glucksmann, le Mbappé du socialisme bourgeois. Et je vous posais la question, est-ce que Raphaël Glucksmann incarne un espoir pour la gauche? Alors le résultat, bon, vous avez été 1100 environ à voter, oui 9,81%, non 90,19%. Il y a un écart, voilà, il y a un écart, mais ça donne une tendance sur le personnage qui est présenté par certains médias quand même comme... normalement, il doit faire 134%, d'après le dernier sondage, Ipsos, Télé Loisirs, Justin Bridou. Là, c'est officiel. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler dans cette émission. Nouveau thème de la semaine que je vous propose, lien en description pour voter comme d'habitude. Agriculteurs, un nouveau mouvement façon gilet jaune. Oui ou non, n'hésitez pas à voter les amis. Résultat, la semaine prochaine, comme d'habitude. J'y pense, au fait, si le sujet des francs-maçons vous intéresse avec une synthèse, en fait, bon, que les médias peuvent pas faire. Bah, tu critiques pas ton club de foot dans lequel t'es licencié. Enfin, ouais, on a dans le prochain numéro du banquet un dossier complet de notre ami Johan Soliren, qu'on salue, expert en histoire, qui retrace l'histoire du mouvement franc-maçon et aujourd'hui, un peu les ramifications qu'on peut retrouver dans la politique, dans la diplomatie française, dans différents domaines, dans les médias, évidemment. Ouais, alors ça, ce sera pas dans l'Express. Ça, je te le dis tout de suite. C'est dans le prochain numéro du banquet. Si vous voulez le recevoir en papier, lien en description pour vous abonner. Je peux vous dire, c'est pas piqué des hannetons. Et la transition est toute trouvée pour ouvrir cet épisode, les amis. Tout mon soutien, tout notre soutien, bien sûr, à nos amis agriculteurs qui secouent le cocotier actuellement. Beaucoup de manifestations dans le sud de la France notamment, et c'est en train de s'étendre dans tout le pays. Les manipulations médiatiques vont commencer, hein, j'en profite. Je profite de cette vidéo, de cette petite tribune pour vous dire attention, parce que bientôt, bon, pour l'instant, c'est pas le cas, mais on va apprendre d'ici 3 jours que les agriculteurs, en fait, sont tous russes. Si. Oui, mais du Lot-et-Garonne, mais russes du Lot-et-Garonne, parce que si tu remontes l'histoire, au Paléolithique, il y a un type qui s'appelait Vassili, enfin voilà, mais ils sont pro-russes, ils sont d'extrême droite, ils sont complotistes et ils sont anti-vax. Parce qu'on avait eu pareil chez nos amis agriculteurs allemands et les journaux avaient expliqué en fait c'est pas vraiment des agriculteurs, c'est avant tout des connards. Donc voilà, hein, les tentatives de décrédibilisation des mouvements populaires, on connaît, juste pour vous prévenir. Et en attendant tout notre soutien à nos amis agriculteurs, et bien sûr on salue la mémoire de cette dame et de sa fille hein, qui sont décédés dans un terrible accident d'une voiture de chauffard, de connard qui a forcé le barrage des agriculteurs, qui a renversé cette famille. On a bien sûr une immense pensée pour ces gens. Et donc, on peut y aller, les amis, dans notre programme de cagolerie qui vous attend pour ce nouvel épisode. Et on commence avec les vœux aux armées d'Emmanuel Macron le 19 janvier. Alors, est-ce que c'est une pépite de la semaine? Est-ce qu'on a déjà envie de se tailler les veines avec un timbre-poste? Je sais pas. Mais Emmanuel Macron fait son vœu. Derrière, on a une dame militaire qui fait un malaise. En fait, le mec est médecin. Puis ça le fait marrer. Puis ça fait marrer les gens dans l'Assemblée. Séquence lunaire. Je pense qu'il faut aider. Je vais m'interrompre pour qu'il puisse y avoir une intervention. Attendez. Je vous rassure, c'est un malaise vagal. Ça ne devrait pas être grave. Je vais donc reprendre mon propos.
Je disais l'importance de la mission Sentinelle. Je ne pense pas que ce soit la cause de ce malaise. Nous savons combien elle est importante, même si elle a parfois ses contraintes. Voilà, c'est... Je sais plus quoi vous dire. Les cagoleries toujours, celles du nouveau gouvernement, qui commence déjà quelques jours seulement après la nomination du nouveau gouvernement de Peter Pan, là. C'est le Figaro du 18 janvier qui nous parlait de Rachida Dati. Moins de 7 jours après sa nomination, Rachida Dati a officialisé sa candidature pour les municipales 2026. C'est-à-dire, t'as un type qui est un peu crétin, qui est vraiment pas fou, qui obtient son brevet, qui dit désormais direction Polytechnique. Bah attends Dylan, parce que t'as appris à faire tes lacets avant-hier quand même. Hein. Voilà, donc tout ce qui est équation 3,14 x au carré, pour l'instant on va rester sur Martine à la plage quand même. Face à ce désengagement, à son manque de soutien, quant à... Le 22 janvier, on avait le taulier Emmanuel Macron qui était en Allemagne pour rendre hommage à Schäuble, vous le savez, ce chantre de l'Union européenne qui est décédé il n'y a pas longtemps. Emmanuel Macron a rendu hommage en allemand. Es lebe Europa. Vive l'Europe. Es lebe Deutschland. Vive l'Allemagne. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Oui, alors, le français, langue de la diplomatie, c'est comme les tisanes verveines dans les partous de Pierre Palmade. Voilà, c'est plus d'actualité. On est passé sur des substances plus dures, donc Emmanuel Macron qui déboule, qui fait du discours en allemand, tout va bien. On continue un peu dans le contexte général avec l'école qui part en cacahuète, hein, ça on le sait. Ah, on saura bientôt s'emmancher avant de savoir compter jusqu'à 12, et c'est pas une blague en fait ce que je vous dis. Parce que Gabriel Attal a officialisé l'arrivée, je cite, de séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'était le 20 janvier. J'ai mandaté le Conseil supérieur des programmes. Il m'a remis une proposition de programme sur ce sujet avant que je quitte mes fonctions à l'éducation. Et donc on aura un nouveau programme qui va s'appliquer pour la rentrée, avec pour objectif de réaliser ces séances. En gros, à l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on... Voilà, on ne peut pas... atteindre l'intégrité du corps. Pour ceux qui n'ont pas peur de découvrir ce qu'il y a dans tout ça, il y a une vidéo qui arrive sur Juste Milieu. Ça va zouker. Et on y va partie par partie. On commence par la République en marche arrière avec Amélie Oudéa-Castéra. Le contre-feu continue. Alors, on ne parle que de ça. Hein. Nos médias vraiment se disent, tiens, c'est vraiment le truc qui va surprendre les gens. Contournement de Parcoursup, rapport bloqué sur l'école Stanislas, salaire d'Amélie Oudéa-Castéra à la tête de la Fédération française de tennis. Alors, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, comptez pas sur moi pour dire « Ah, quand même, c'est pas bien, des bourgeois qui sont dans l'entre-soi et qui gagnent du pognon, quelle découverte !» Non, il n'y a absolument rien d'étonnant là-dedans. Parce que si tu veux, ça étonne ceux qui ont encore de l'espoir dans ces gens qui sont au pouvoir actuellement. Mais bon, au bout d'un moment, il faut voir la réalité. Vous avez des journalistes de la place parisienne qui dénoncent d'autres bourgeois, mais qui, eux, sont dans l'élite politique, parce que leurs gosses sont à l'école Stanislas, alors que les gosses des journalistes sont à l'école alsacienne ou des trucs comme ça, tu vois. C'est une bagarre d'entre-soi bourgeois. À mon avis, il y a plus de jalousie des journalistes envers les politiques que du peuple qui a déjà abandonné l'idée d'avoir des gens vertueux. Et puis, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous parle de contre-feu, pendant ce temps, pas un mot sur Darmanin qui joue au conseiller fiscal avec le Qatar. Et rappelez-vous, c'est Mediapart notamment qui avait révélé ça au 4 janvier 2024, début de l'année, on apprenait ceci. Tiens, à l'époque du transfert, c'était Darmanin le ministre des Comptes publics. Ah ouais, premier flic de France aujourd'hui, premier fisc de France hier. Pas mal. Merci. Du coup, Darmanin là et son ancien directeur de cabinet, ils s'en sont mêlés, à la demande du PSG, du Qatar quoi. Ils voulaient que le transfert se fasse sans payer une seule taxe. Alors que moi, l'URSSAF, elle a même pas voulu me faire un échéancier. Il était pas seul dans le coup, le Gérald. Le Qatar, ils avaient un intermédiaire, le député macroniste Hugues Rançon. Ah ça, c'est la rançon du succès. Pas mal. Merci. Ah, tu parles d'un succès. Tout ce qu'il a gratté pour ses services, c'est des places d'escort kids pour ses gosses lors de la présentation de Neymar au parc, des places en carré VIP et un autographe de la star brésilienne. Ah ouais, bien. Moi, j'ai un... Et oui, Darmanin aurait aidé le PSG à ne pas payer entre 67 et 224 millions d'euros d'impôts lors du transfert de Neymar, alors qu'il était ministre des Comptes publics en 2017. Ouais. Voilà. Regarde ce qu'il disait d'ailleurs en 2018 par rapport à l'affaire.
ce soir? D'abord, le ministre en charge du budget a à connaître de situations individuelles et il n'en parle jamais parce qu'il est tenu au secret fiscal. Quel serait ce ministre du budget qui viendrait dévoiler des secrets fiscaux grands ou petits? Deuxièmement, je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré M. Neymar, je ne l'ai vu qu'à la télévision. Et troisièmement, je peux aussi vous dire que tout s'est fait dans le cadre des lois fiscales de la République et qu'il vaut mieux que M. Neymar paye ses impôts en France qu'il aille jouer ailleurs dans un autre pays. Je l'avais déjà dit, me semble-t-il, à votre antenne. Voilà. Et souvent, quand Darmanin te dit j'y suis pour rien, coupable. Pour moi, c'est, voilà, t'es sûr et certain. Et donc, on parle de Amélie Oudéa-Castéra, si tu veux. Donc, bon, je veux bien qu'on, voilà, c'est chiant, c'est pas bien, dis donc. Mais le contre-feu, faut s'arrêter à un moment donné. Comme disait Jeanne d'Arc, faut réussir à maîtriser sa braise. Ferme ta gueule. Sinon, une grande nouvelle, et là, je vais en surprendre plus d'un. Bruno Le Maire a tenu sa promesse. Les amis, c'était son annonce, il y a quelques jours, sur TF1, il nous a dit, ça y est, 9,8% d'augmentation de l'électricité au lieu des 10 prévus. Pour revenir au prix de l'électricité, les spectateurs, la première chose qu'ils se demandent ce matin, on est le 15 novembre, c'est de se dire, est-ce que la semaine prochaine, dans les mois qui viennent, ma facture d'électricité va augmenter? Donc il n'y aura pas d'augmentation de plus de 10% des tarifs de l'électricité, de votre facture d'électricité, début 2024. J'ai pris cet engagement, j'ai l'habitude de tenir mon engagement. Alors, la facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Ce sera en moyenne 18 € par mois. Alors, c'est une décision difficile. Et le pire, c'est que je suis sérieux, parce que, en fait, il a tenu sa promesse. Ah, là, pour le coup, il n'y a pas d'entourloupe. Parce que si vous voulez, ces fameux 10%, en fait, c'est juste le retour d'une taxe qui avait été suspendue ou quasiment à zéro au moment du Covid. Ouais, les fameux boucliers tarifaires et compagnie. Donc, ils remettent juste le truc à niveau. Et d'ailleurs, ça va augmenter encore en 2025 pour arriver au bon niveau. Donc, le pire, c'est que là, Bruno Le Maire, tout va bien. Et non, mais je suis étonné. Je te dis ça, je fais le malin, mais je suis le premier à me dire, merde, ça tient la route. Et pour le coup, ceux qui nous ont régalé niveau escroquerie, ce sont les Républicains. Bougez pas, on en parle dans quelques minutes. Mais avant ça, c'est Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, qui succède à Olivier Véran. Donc c'est vraiment Casimir après Barba Papa pour gérer la NASA. Donc on est vraiment sur le... Là, c'est le panier du panier. Il porte la parole vers le peuple. Et Prisca Thévenot, je crois qu'elle a essayé de nous dire un truc. Elle était sur CNews le 22 janvier. Elle a fait une comparaison assez osée sur la question du salariat. Et entre la France et l'Union européenne, écoute. Sortir des traités, c'est sortir de l'Union européenne. Même temporairement. Vous pensez que de... Oui. Non, mais on ne sort pas temporairement. Vous le savez très bien. Certains pays l'ont fait. Regardons à notre niveau. Vous avez un contrat de travail. Vous signez un contrat de travail avec votre employeur. Puis à un moment, vous dites, donc vous êtes avec un CDD ou un CDD, et puis à un moment, vous dites, écoute, là, juste là, je veux sortir temporairement de la clause de telle ou telle ligne du contrat de travail. Il va dire, en fait, tu fais quoi? Tu es en train de démissionner? Tu veux une rupture conventionnelle? Alors, est-ce à déduire que la France est employée de l'Union européenne? Ça a le mérite d'être clair. Voilà, moi, j'appelle ça un aveu dans le milieu policier. Mais peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, parce qu'elle est con comme une pelle. Mais moi, je ne lui ferai pas ce procès. Moi, personnellement, je pense que c'est un aveu qu'elle a fait intelligemment en son âme et conscience. Au moins, on progresse. Ouais, c'est pas faux. Du côté de la France insoumise, c'est l'affaire qui a beaucoup fait parler, la fille du couple Raquel Garrido-Alexis Corbière, mise en garde à vue pour apologie de terrorisme. Garrido, 22 ans, dans le viseur de la justice pour une vidéo publiée sur son compte Twitter en octobre dernier, juste après l'attaque terroriste du Hamas. Écoutez. Je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Antisémite ici. Je suis antisémite, j'assume. Ces mots ont valu à Inès Garrido d'être placée en garde à vue en début. Elle a tué. Le Parisien du 18 janvier relate notamment, elle a fait des déclarations sur des vidéos qui sont ressorties et notamment sur les réseaux sociaux par Damien Rieu, on sait qu'il n'est pas trop la France insoumise, où on voit la fille du couple dire par exemple je suis antisémite, j'assume. Il y a eu la réaction des parents le 18 janvier sur Twitter où ils ont dit bon, faut respecter la vie privée. Bon, c'est la tuile, on va essayer d'affronter le truc. Ça, effectivement, bon, on respecte leur position en tant que parents, avant d'être des personnages politiques, ça d'accord. Mais c'est vrai, voilà. Non, mais parce que bon, la France insoumise et Garrido Corbière en première ligne, ils aiment bien les procès en familiarité, tu sais. Alors qu'ils sont justes ou pas, moi je suis pas sur le jugement moral, mais tu sais, quand on dit oui, Marine Le Pen, son père il est antisémite, elle doit l'avoir dans son ADN. Comment on fait avec le cas de la fille du couple Garrido-Corbière? Je trouve que l'argument est ridicule, je l'ai toujours trouvé. Mais là, est-ce que certains LFI qui sont vraiment très chauds sur cet argument vont être encore crédibles? Parce que si l'antisémitisme se transmet par la semence,
ça veut dire que la fille Garrido-Corbière, elle a hérité d'un truc. Et là, comment on fait? Donc, je trouve l'argument débile, mais il était déjà débile concernant les Le Pen, il l'est encore aujourd'hui. Il faudra voir comment ça va être traité, cette affaire. Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Du côté du Rassemblement national, justement, ça y est, la séquence Bardella se termine. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. C'était complément d'enquête, des unes dans tous les journaux. Bardella était la star du moment. Alors apparemment, c'était pour le descendre. Moi, je trouve que c'est un très joli coup de com' des médias pour installer un duel entre, en gros, le RN et LREM en 2024, pour 2027, où on sait que Bardella, si vous voulez... Bon, c'est plus ou moins Ken qui aurait peur que Barbie se voile, c'est-à-dire que politiquement, la colonne vertébrale, elle n'est pas épaisse. Bardella, c'est un Attal qui a fait des curl biceps, en vérité. Même sur le programme, je sais pas trop, tu vois. Donc il y a eu un coup de com' où on a essayé de le descendre. Ce qu'il en ressort, parce que finalement, il n'est pas raciste, pas fasciste, enfin on sait pas trop, mais il y a quand même le côté coquille vide. Ouais, il y avait un conseiller en com qui a témoigné, il l'aurait formé il y a quelques années, écoute. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, pour ce dont je me souviens. Il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc lui qui était très rigide, très vertical, limite pet sec, si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Alors tout a été débunké, le RN a réagi en disant non, il n'est pas fasciste, il n'est pas raciste, il n'est pas machin. Par contre, est-ce un abruti? Ça, on n'a pas eu la réponse. Enfin, en tout cas, il a été coaché, tu veux, pour jouer à l'homme politique. Après, voilà, ça, ils n'ont pas expliqué. Non, en fait, c'est pas une coquille vide, super. Peut-être que c'était vrai, moi, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on salue les médias pour cette campagne de com. Parce que je fais des blagues, mais au-delà de ça, on voit une manipulation médiatique extraordinaire où, au fond, le RN n'a pas du tout été égratigné par cette affaire. Loin de là, on en a beaucoup parlé. Bardella a profité de ce toboggan. Et on est juste en train d'installer 3 ans avant le même duel qui profitera au Parti du Progrès. À n'en pas douter. Oui. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, en parlant de progrès, c'est Marine Tondelier. Devient-elle complotiste? Vu que tout est complotiste. Honnêtement, hier, j'ai croisé une mouette. Elle m'a fait j'ai dit complotiste. Sur Sud Radio le 18 janvier, Marine Tondelier, elle nous a dit Macron a raison de parler d'infertilité, mais à aucun moment il ne se pose les questions de fond de cette infertilité. Nous vivons dans un environnement qui nous empoisonne. Ah, moi, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui nous empoisonne dans l'environnement? Parce qu'il y a la bouffe, il y a l'air, il y a tout ça, mais il y a peut-être d'autres choses. Et là, Marine Tondelier, je trouve qu'elle est assez incomplète. Donc, alerte fact-checking. Est-ce qu'on peut fact-checker cette histoire? Parce que, est-ce qu'elle est pas en train de dire qu'on met des choses dans les organismes des gens qui les empoisonnent et qui ont des impacts sur la fertilité? Moi, je sais pas, mais... Alors, c'est vrai que, bon, à Marine Tondelier... Quoi qu'il en soit, on peut quand même lui opposer une chose, c'est que les écolos sont mignons comme tout, à nous expliquer à longueur de journée qu'il faut la décroissance et que faire des enfants, c'est pas bien. Mais là, il y en a moins, et c'est quand même pas bien. Alors, il y en a une qui nous a apporté une réponse, c'est Sandrine Rousseau. Voilà, attends, je m'échauffe parce que là, ça va être coton. Là, ça va être... Là, honnêtement, j'ai pas tout compris. Sur Sud Radio, le 22 janvier, elle nous a dit, je cite... Enfin, écoute là, c'est encore plus simple. En réalité, si on est honnête, la baisse de la natalité, ça fait partie des variables qui, je vais vous dire, et ça va être choquant, mais sont rassurantes en réalité. Ça vous rassure? Aujourd'hui, la baisse de la natalité en France vous rassure? Mais pas en France, dans le monde entier. Non, mais dans le monde entier, on est en train de baisser la natalité. Et on n'atteindra jamais, a priori, le pic qui était envisagé dans les années 90 de 12 milliards d'êtres humains sur Terre. Bon, alors, on passera sur le fait que Sandrine Rousseau a eu 3 enfants. Voilà, ça, lors d'un premier mariage, mais bon, ça, c'est pas grave. On passera sur le fait qu'au départ, elle est prof d'économie et expliquer que la natalité n'a aucune conséquence économique. Bon, je suis pas non plus Adam Smith, mais ça me parle, tu vois. D'ailleurs, bon, en tant que femme de gauche, petite parenthèse, elle ne devrait pas oublier, si tu veux, la notion de prolétariat. Oui, parce qu'étymologiquement, le prolétaire, c'est celui qui a ses enfants, ses progénitures, comme seul héritage, et donc comme seule force de travail, si tu veux. Donc, de dire que avoir des gosses, ça sert à rien économiquement, faut dire ça aux paysans qui étaient obligés de faire des gosses pour assurer le bordel. Enfin, qui d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, mais c'est pas le sujet, arrête de discuter, elle est prof d'économie.
Mais par contre, il y a un truc qui me rend un petit peu grognon qu'il faudra dire un jour sur les écolos, enfin les néo-écolos qui prônent justement la décroissance par le fait de ne plus avoir de gosses, ce que nous dit Sandrine Rousseau, c'est qu'à un moment donné, il faudra officialiser leur mariage avec le projet de Davos, des choses comme ça, vous savez, de Klaus Schwab, tout ces trucs-là. Alors, il y a beaucoup de mythes et de fantasmes autour de ça, mais la réalité, c'est qu'on a une école économique qui s'appelle le malthusianisme, qui date d'environ 2 siècles, et qui nous expliquait, Thomas Malthus, un économiste britannique, sauf erreur, qui nous expliquait que à un moment donné, il faut maîtriser la natalité. Parce qu'une natalité trop haute peut avoir des conséquences sur le développement d'un pays, sur le développement d'une économie, et que la maîtrise de la natalité peut être une solution. La Chine avait tenté le coup avec la politique de l'enfant unique. Et à ce moment-là, l'Occident disait ouais, les Chinois, c'est des fous furieux. Et aujourd'hui, tu as des écolos qui disent bah non, arrêtez de ken parce que c'est chiant pour l'économie et tout. Ce qui revient au même, ce qui revient absolument au même. Mais on te dit non, mais là, c'est pour le progrès. Là, c'est le progrès, c'est bien. Donc, la maîtrise de la natalité, tu couples Sandrine Rousseau fit Klaus Schwab. Alors effectivement, tu as un truc qui ressemble plus ou moins à un croisement entre Josiane Balasco et un Tekel à poil ras, mais au bout du compte, intellectuellement, tu as la même idée. C'est-à-dire la maîtrise de la natalité et le fait d'accaparer le droit ultime qu'a un citoyen, c'est-à-dire fonder une famille. Parce que si on dit, ouais, mais arrête de ken, t'as pas le droit d'avoir des gosses pour la planète, là, tu touches au droit suprême d'un être humain, se reproduire et laisser un héritage derrière lui, une descendance. Donc moi, les écolos, les néo-écolos, je les aime bien, ils sont sympas comme tout, ils me font beaucoup marrer, mais il faudra un jour assumer quand même cette filiation qui est loin d'être tout à fait sympathique, même pour sauver les ours blancs. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Et allez, petite cerise sur le gâteau pour en finir avec les écolos, toujours le même interview de Sandrine Rousseau concernant l'agriculture. En fait, on s'en branle. Elle nous a dit non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le réchauffement climatique. Il faut arrêter d'être dans un déni permanent. Mais non, c'est pas le sujet, c'est le réchauffement climatique, c'est pas les normes en fait. Le sujet, c'est comment on fait pour faire en sorte que les agriculteurs puissent encore exercer leur métier. Comment fait-on pour que ça n'assèche pas totalement les ressources en eau? Comment fait-on pour que on ne détruise pas ce qui est le bien le plus précieux pour un agriculteur, qui est le cycle de l'eau, vie et de l'avenir de l'agriculture? Pourquoi ne pas permettre l'utilisation de pesticides lorsqu'il n'y a pas d'alternative? Parce que parfois, il n'y a pas d'alternative. Mais enfin, moi, je vais vous dire, moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique, j'aimerais qu'il n'y ait pas de 60% des oiseaux qui aient disparu, j'aimerais qu'on continue comme avant, j'aimerais... Du côté des Républicains, en parlant de déni, je vous l'ai dit, ils ont réussi un véritable coup de maître, ceux-là, on le sait, depuis qu'ils ont fait voter des chiens et des chats aux élections. De toute façon, c'est roue libre, sur cette fameuse taxe de l'électricité dont je vous parlais. Contradiction de génie du côté des LR, c'est l'opinion du 23 janvier qui nous résume tout ça. En décembre 2023, les sénateurs LR avaient milité pour le retour de cette fameuse taxe sur l'électricité qui revient en partie aujourd'hui, donc c'est-à-dire un retour au prix de 32 € par mégawattheure, donc tout de suite un retour à 20% de la taxe, alors qu'elle était descendue quasiment à 1 €. Donc là, ils s'étaient dit, ouais, il faut faire revenir le truc pour l'économie, c'est génial. Janvier 2024, il s'oppose à la décision de Bruno Le Maire de faire revenir progressivement cette taxe, à 21 € actuellement, puis 32 € en 2025, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Voilà. Ils étaient contre, ils sont pour, ils sont contre, on ne sait pas. C'est les Républicains. Et le pire, c'est qu'il faut les prendre au sérieux, parce que eux se prennent au sérieux. Du côté du Parti Socialiste, ça sent très très bon pour Raphaël Glucksmann, on en parlait en introduction. Alors non, le peuple, non. Les votes du peuple, c'est pas ça qui sent bon. Enfin, je veux dire, ils s'en foutent. Raphaël Glucksmann, on a l'impression que c'est une marque de vêtements à la mode. Personne ne le connaît en vérité. Non, c'est l'opinion du 21 janvier qui nous dit que Xavier Niel a prédit un bon score à Raphaël Glucksmann. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Xavier Niel, il détient beaucoup de médias. Et les médias sont ceux qui mettent en avant les sondages, qui fabriquent les opinions pour les élections. Donc, quand un mec te dit que ça sent bon pour un candidat, alors que c'est ce même mec qui est capable de fabriquer le candidat, ça sent bon pour eux, n'en pas douter. Pour la démocratie, on est quand même sur une fin de camembert. Du côté du Parti communiste, c'est Fabien Roussel qui rejoue la carte de l'opposition en bois sur CNews. Le 23 janvier, nous a dit « Il faut faire tomber ce gouvernement ». Le gouvernement s'entête à augmenter les taxes sur les Français, eh bien je dis il faut faire tomber ce gouvernement. Tomber le gouvernement, il faut faire... Ce sont les premiers pas du gouvernement Attal, Fabien Roussel. Il vient d'être nommé. Il vient d'être nommé. Il n'a même pas fait son discours de politique générale et ce qu'il nous annonce, c'est du racket, c'est l'augmentation des taxes. Alors le mec, bon, Macron est là quand même depuis 2017. Le gouvernement est là depuis une semaine, il veut déjà le faire tomber. C'est la turlute finale. Et les amis, on va finir comme d'habitude, vous le savez, avec les pépites de la semaine.
Et cette semaine, c'est Carl Olive, on l'adore, qui nous a chanté du Pierre Bachelet sur LCP le 15 janvier. Ceux qu'on dit Camoulox sont perdus, parce que c'est vrai. Il y avait des arbres et il y avait des oiseaux. Le blé devait se moissonner bientôt. C'est tellement beau l'été qu'on peut pas croire que c'est la guerre qui fait marcher l'histoire. Et puis sinon, Anna Cabana, on le sait, la compagne de Jean-Michel Blanquer, donc on lui envoie déjà tout notre soutien, qui synthétise le macronisme sur BFM TV en direct. On l'imagine sans faire exprès, mais ça donne une séquence magnifique. Le macronisme, c'est une hardiesse, un goût de la transgression, une envie de prendre tout le monde sur le côté, sur le... mais oui, je parle devant, par derrière. Mais c'est ça qui fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on est véritablement, politiquement, Alain Comme vous y allez à 19h20, oui, là, attention. Mais non, mais oui, le macronisme... Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne émission les copains. On va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu, vous le savez. En attendant, découvrez celles qui sont déjà sorties et où vous vous abonnez. Et moi je vous embrasse, prenez soin de vous.